Capone. Ce nom vous est peut-être familier? Considéré comme le gangster le plus célèbre de l'histoire, il a été une des figures marquantes de la prohibition aux États-Unis durant les années 20. Lui que l'on surnomme Scarface a en effet inspiré de nombreux films, livres et documentaires qui ont vu naître le stéréotype du mafieux que l'on connaît bien aujourd'hui. Pour mieux comprendre son ascension dans le crime organisé et la fascination que certains lui portent, je vous propose de plonger dès maintenant dans son incroyable vie de gangster. Al Capone, de son vrai nom Alphonse Gabriel Capone, est né à New York dans le quartier de Brooklyn en 1899. Ses parents d'origine italienne ont immigré aux États-Unis dans le but de trouver un meilleur avenir pour leurs enfants. Gabriel, son père, est barbier, tandis que sa mère Teresa exerce un métier de couturière. Eux essayent alors tant bien que mal d'élever leurs 9 enfants malgré les conditions de vie pénibles. Comme tous les immigrés à l'époque, délinquance et la misère sont le train de vie du jeune garçon, alors âgé de 10 ans. Ce qui influe énormément sa personnalité, qui dévie très vite vers la brutalité et la violence. 14 ans, il forme son premier gang, le Navy Street Gang, un nom donné en référence au quartier dans lequel il vit. Il le crée dans le but de mettre fin au harcèlement des filles italiennes causé par les garçons irlandais. S'imposant comme le chef du groupe, Al Capone fait déjà preuve d'un leadership inné qui le suivra pendant toute sa vie. À ce même âge, il quitte l'école après avoir frappé son instituteur. Ses problèmes disciplinaires et son tempérament sanguin auront raison de sa scolarité qui prend fin de manière précoce. À 19 ans, Capone se marie avec Mary Coughlin, une jeune Irlandaise rencontrée dans un bar. Le couple mettra au monde leur seul et unique enfant, Albert Francis. Le futur d'Al Capone à ce moment est relativement incertain. Ayant abandonné sa scolarité très jeune, il n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la rue s'il veut subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est en se rapprochant de la grande délinquance new-yorkaise qu'il tentera de le faire. C'est en fréquentant les bars new-yorkais qu'il commence à rencontrer de grands noms mafieux, faisant ainsi ses premiers pas dans le crime organisé. Avec eux, Capone fait ses classes et entame dès lors son ascension dans la pègre new-yorkaise. Il entamera son ascension avec Frankie Yell. Ce dernier le prend sous son aile et l'embauche dans son établissement faisant à la fois bar et maison close, le Harvard Inn. Là-bas, le travail d'Al Capone consiste à collecter l'argent des mauvais payeurs en les intimidant par la force si nécessaire et contrôler la rentrée d'argent des prostituées afin d'éviter les détournements accueillants. Les bagarres et les tueries y sont en effet monnaie courante. Et Capone, en baignant dans cette atmosphère, va alors participer à l'une d'entre elles, faisant bientôt sa légende, avec un surnom qui le suivra pendant toute sa vie. C'est à cette période qu'il recevra sa fameuse cicatrice et son surnom qui le suivra pour toujours, Scarface. Ce sera chose faite quand il quittera le bar de Frankie Yell pour déménager à Baltimore. Là-bas, il réussit à trouver un travail qui lui permet de développer de nombreuses compétences de comptabilité. Des compétences qui lui serviront énormément durant la prohibition au moment de gérer ses millions de dollars. Plusieurs témoignages racontent alors qu'il aurait tué une prostituée soupçonnée de lui avoir caché de l'argent, ou encore assassiné un ami. Johnny Torrio trouve un soutien à point nommé. Al Capone, contraint d'accepter, reçoit 2000 $ de la part de Lucky Luciano et part prendre le premier train pour Chicago. Le jeune gangster s'en va dès lors écrire la suite de son histoire, dans une ville qui fera toute sa légende. Nous sommes désormais en 1921, en pleine prohibition. Capone débarque alors à Chicago, accompagné de sa famille. Une fois sur place, il n'a qu'une envie, apprendre les rouages du crime organisé et s'élever dans le milieu. Johnny Torrio à ce moment est la personne idéale pour guider Capone vers les hautes sphères de la criminalité. Avec lui, Capone prend conscience qu'il doit davantage user de son cerveau s'il veut évoluer dans la hiérarchie. Les gangsters doivent faire en sorte de pencher la balance du côté de leur candidat. Pour mener à bien cette mission, Al Capone amène 2 de ses frères, Frank et Ralph Capone. 31 mars 1924, jour d'élection. Leurs enveloppes contiennent bien le nom du candidat, Joseph Klein. Sous le choc, les habitants de Cicero sont contraints d'obéir aux gangsters, au risque de se faire abattre sur le champ. Très vite consternés par la situation qui les dépasse, les policiers se ruent vers les émeutes, qui sévissent désormais. À peine descendus de leur véhicule banalisé, qu'ils aperçoivent Frank Capone tenter de sortir une arme de sa poche. Croyant à une descente de bandes rivales, les policiers ne réfléchissent pas
et l'abattent de sang-froid. Frank Capone est alors criblé de balles jusqu'à que les chargeurs soient vidés. Mort est particulièrement brutale et immédiate. Après ce tragique incident, moins d'un mois après les élections mouvementées de Cicero, Johnny Torrio et Al Capone ne perdent pas de temps pour lancer une nouvelle maison de jeu qui leur rapporte près d'un demi-million de dollars avant eux. Ce qui devait donc arriver, arriva. Les deux clans entrent en conflit pour obtenir le monopole de la contrebande d'alcool. Ils laissent donc les rênes à Capone, qui est désormais à la tête des opérations. Aussi bizarre que cela puisse paraître, aucune vengeance n'est orchestrée par Capone suite à cette tentative de meurtre, qui n'ont alors qu'un souhait: venger la mort de Dino Bagnon. Pour répondre à ces représailles, Capone planifie donc leur extermination, en commençant par le premier trouble fait, Imi Vice. Une équipe de 5 tueurs est chargée de réaliser son assassinat. Parmi eux, Frank Nitti, Anthony Accardo, Frank Diamond, Albert Anselmi et John Scalise. 11 octobre 1926. Capone n'a alors plus qu'à se débarrasser de Bugs Moran et a lui le monopole du trafic d'alcool à Chicago. À cet instant, Bugs Moran est le dernier rempart pour Capone, avant le contrôle total du marché d'alcool. Toujours en conflit, pour mettre fin à cette guerre, Capone va alors élaborer un plan. 14 février 1929, jour de Saint-Valentin. Pendant qu'il est en vacances dans sa villa en Floride, Capone ordonne à plusieurs de ses hommes de se rendre à l'un des entrepôts d'alcool de Bugs Moran. Déguisés en policiers, les tueurs à gages ordonnent aux 7 personnes présentes dans le bâtiment de s'aligner contre le mur. Et cette erreur leur sera fatale. Sans pitié, les soldats de Capone les criblent de balles et transforment l'entrepôt de Moran en véritable boucherie. Il avait en effet réussi à s'enfuir en voyant les policiers arriver dans l'entrepôt quelques instants plus tôt. Miraculé du massacre de la Saint-Valentin, il décédera en 1957 en purgeant sa peine. Ça y est, Al Capone a enfin écarté tous ses rivaux. Le contrôle total sur le crime organisé à Chicago n'a jamais semblé aussi proche. Du 16 au 19 mai 1929 a lieu le premier sommet du crime organisé aux États-Unis. Après le massacre de la Saint-Valentin, Al Capone choque l'opinion publique, notamment par la façon dont ses hommes ont froidement éliminé la bande à Bugs Moran. L'incident, largement relié dans les journaux, offusque les Américains qui ne voient plus Scarface du même œil. Ce dernier prend une ampleur internationale avec des médias du monde entier qui couvrent l'événement, alors inédit à cette époque. Un procès opposant l'ensemble des États-Unis à un seul gangster, du jamais vu. Elle oblige les médecins à transférer Capone dans un hôpital. Son état piteux le fera donc définitivement quitter la prison d'Alcatraz. Scarface passera ainsi ses dernières années dans sa villa en Floride, entouré de sa famille. À cet instant, Capone n'est plus que l'ombre de lui-même. Son tempérament, proche de celui d'un enfant de 12 ans, le fera confondre sans cesse fantaisie et réalité. Le 25 janvier 1947, Alphonse Gabriel Capone, dit Scarface, meurt finalement d'une crise cardiaque, alors âgé de 48 ans. Que donc retenir de la vie d'Al Capone? Passant des quartiers défavorisés de Brooklyn à une vie de gangster opulente, il la doit bien évidemment au contexte politique de son époque, notamment la prohibition qui a été en quelque sorte son tremplin pour développer son empire criminel. Étant perçu comme le gangster le plus dangereux et influent de l'histoire des États-Unis, mais quoi qu'il en soit, dans l'imaginaire collectif, Scarface est et restera le symbole du gangster des années 20. Son héritage culturel, lui, ne cessera de continuer, que ce soit à travers des films, séries ou documentaires.